Les défenseurs. Taylor s'installa dans son fauteuil pour lire le journal du matin. La chaleur de la cuisine et le parfum du café se mêlaient au plaisir de ne pas devoir aller au travail. C'était sa période de repos, la première depuis longtemps, et il en était heureux. Il replia la seconde moitié du journal et poussa un soupir de contentement. Qu'y a-t-il demanda Marie qui se tenait devant le fourneau. Ils ont encore assaisonné Moscou la nuit dernière. Taylor eut un hochement de tête approbateur. Ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Une de ces bombes RH. Il était temps. Il hocha la tête. Il goûtait le confort de la cuisine, la présence de sa femme potelée et séduisante, le couvert mis pour le petit déjeuner, le café. C'était ça le repos. Et les nouvelles de la guerre étaient bonnes et satisfaisantes. Il en retirait une sensation justifiée de fierté et de victoire personnelle. Après tout, il faisait partie intégrante du programme de guerre, non pas comme vulgaire ouvrier poussant un chariot de décombres, mais comme technicien. Il était de ceux qui pensaient et planifiaient l'orientation vitale de la guerre. Ils disent que les nouveaux sous-marins sont presque au point. Attends seulement qu'ils les mettent en service. Il en fit claquer ses lèvres d'impatience. Lorsqu'ils vont sortir, les soviets auront une drôle de surprise. Oui, ils font du bon travail, dit distraitement Marie. Tu sais ce que nous avons vu aujourd'hui? L'équipe a ramené un plombé pour le montrer aux enfants de l'école. Je l'ai vu, rien qu'un instant. Il est bon que les enfants sachent où va leur contribution, tu ne crois pas? Dit-elle en se retournant vers son mari. Un plombé, murmura Taylor. Il reposa lentement le journal. Il faudrait être sûr qu'il a bien été décontaminé. Nous ne devons prendre aucun risque. Ah, ils les stérilisent toujours avant de les ramener de la surface, dit Marie. Ils ne songeraient pas un instant à les redescendre sans cela. Crois-tu qu'ils oseraient? Elle hésita, cherchant dans ses souvenirs. Tu sais, Don, cela me rappelle... Il acquiesça. Je sais. Il savait très bien à quoi elle songeait. Une fois, pendant les toutes premières semaines de guerre, avant que tout le monde ait été évacué de la surface, ils avaient vu un train hôpital ramenant des blessés qui avaient été exposés aux retombées radioactives. Ils se rappelaient leur aspect, l'expression des visages, ou de ce qu'il en restait. Pas très plaisant comme spectacle. Il y en avait eu beaucoup les premiers temps, avant la fin du transfert en sous-sol. Oui, beaucoup. Et il était difficile de ne pas en rencontrer ici ou là. Taylor regarda sa femme. Elle y pensait trop. Tous, ils y pensaient beaucoup trop. Oublie tout ça, dit-il. C'est du passé. Il n'y a plus personne là-haut en dehors des plombés. Et cela ne craigne rien. J'espère quand même qu'ils font attention quand ils en font revenir un. S'il était encore radioactif. Il rit et s'écarta de la table. N'y pense plus. Profitons de l'instant. Je reste à la maison pendant les 2 prochaines rotations. Rien d'autre à faire que rester assis et prendre du bon temps. Nous pourrions peut-être regarder une émission, non? Une émission? Pourquoi? Je n'aime pas ces images de destruction, toutes ces ruines. Parfois, je vois des endroits dont je me souviens, comme San Francisco. Ils ont montré une vue de San Francisco avec le pont détruit tombé dans l'eau. J'en ai été malade. Je n'aime pas voir cela. Tu ne veux donc pas savoir ce qui se passe? Je te rappelle qu'aucun être humain ne souffre. Mais c'est tellement affreux. Son visage était fermé, crispé. S'il te plaît, Don, pas ça. Taylor reprit son journal, l'air maussade. Très bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Et n'oublie pas, leurs villes à eux sont encore plus touchées. Elle acquiesça. Taylor se mit à tourner les pages du journal. Le papier en était mince et rêche. Sa bonne humeur avait disparu. Pourquoi fallait-il que Marie se tourmente sans cesse? Dans l'état actuel des choses, il ne s'en sortait pas si mal. On ne pouvait espérer que tout soit parfait en vivant sous terre avec soleil artificiel et nourriture synthétique. Bien sûr, c'était une dure épreuve. Ne pas voir le ciel, ne pas pouvoir aller où bon vous semblait, ni voir autre chose que des murs de métal, de grandes usines rugissantes, des agrochamps et des baraquements. Mais cela valait mieux que d'être à la surface. Et un jour cela se terminerait. Il pourrait remonter. Nul ne voulait vivre de la sorte, mais c'était nécessaire.
D'un geste coléreux, il tourna une page. Le papier se déchira. Satané papier, qui devenait de plus en plus mauvais, mal imprimé, jaunâtre. Enfin, tout était sacrifié au programme de guerre. Il était bien placé pour le savoir. Ne faisait-il pas partie des stratèges? Il s'excusa et passa dans l'autre pièce. Le lit n'était toujours pas fait. Il valait mieux s'y mettre avant l'inspection de la 7e heure. Sinon, ce serait une unité d'amende. Le vide-phone sonna. Il s'immobilisa. Qui cela pouvait-il bien être? Il alla l'allumer. Un visage apparut. Un homme âgé, grisonnant, l'air sinistre. Taylor, ici Moss. Désolé de vous déranger pendant votre période de repos, mais il s'est passé quelque chose. Il remua des papiers. Je veux que vous veniez tout de suite. Taylor se raidit. Qu'y a-t-il? Ça ne peut pas attendre. Les yeux calmes et gris l'étudiaient, neutres. Si vous avez besoin de moi au labo, grommela Taylor. Je vais venir. Le temps de mettre mon uniforme et... Non, venez comme vous êtes. Et pas au labo. Rendez-vous au 2e niveau le plus tôt possible. Cela vous prendra à peu près une demi-heure en véhicule rapide. Je vous retrouve là-bas. L'image s'éteignit et Moss disparut. Qui était-ce? Demanda Marie depuis le seuil. Moss, il a besoin de moi. Je le savais. De toute façon, tu n'avais envie de rien faire. Alors, quelle importance? Sa voix était amère. C'est chaque fois la même chose. Je te ramènerai un cadeau. Je monte au 2e niveau. Peut-être serai-je assez près de la surface pour... Non, ne me ramène rien. Rien qui vienne de la surface. Très bien, mais c'est absurde. Elle le regarda enfiler ses bottes sans répondre. Moss le salua d'un mouvement de tête et s'éloigna. Taylor lui emboîta le pas. Une série de chargements montait vers la surface. Les véhicules hermétiques, cliquetant comme des chariots de mine, disparaissaient par la trappe au-dessus d'eux. Taylor examina les wagons bourrés de mystérieux mécanismes tubulaires et d'armes inconnues de lui. Partout, les ouvriers en uniforme gris du corps des travailleurs chargeaient, soulevaient des poids, échangeaient des appels. L'étage entier résonnait d'un vacarme assourdissant. « Nous allons monter, » dit Moss. « Là-haut, nous pourrons parler. Ici, ce n'est pas l'endroit idéal pour entrer dans les détails. » Ils empruntèrent l'escalator. Le convoi disparut. Le fracas et les chocs s'assourdirent. Ils émergèrent bientôt sur la plateforme d'observation sur le côté du tube. Vaste tunnel partant vers la surface, laquelle n'était plus qu'à 1 kilomètre à présent. « Mon Dieu !» dit Taylor en regardant involontairement vers le fond. « Nous sommes vraiment très haut. » Moss se mit à rire. « Alors ne regardez pas. » Ils ouvrirent une porte et pénétrèrent dans un bureau. Derrière la table de travail était assis un officier de la sécurité intérieure qui leva les yeux. « Je suis à vous, Moss. » Il dévisagea Taylor. « Vous êtes un peu en avance. »« Voici le commandant Franks, » dit Moss à Taylor. « Il est à l'origine de la découverte. J'ai moi-même été mis au courant la nuit dernière. » Il désigna les paquets qu'il tenait. « À cause de ceci. » Franks fronça les sourcils et se leva. « Montons au 1er niveau. Là, nous pourrons discuter. » « Au 1er niveau ?» répéta nerveusement Taylor. Tous les trois prirent un passage dérobé menant à un petit ascenseur. « Je n'ai jamais été si haut. Ce n'est pas radioactif, j'espère. »« Vous êtes comme les autres, » dit Franks. « De vieilles bonnes femmes qui ont peur des cambrioleurs. Les radiations ne pénètrent pas jusqu'au 1er niveau. Il y a du plomb et du roc et tout ce qui vient d'en haut est décontaminé. »« Alors, quel est le problème ?» demanda Taylor. « J'aimerais bien en savoir un peu plus. » Dans un instant. Ils pénétrèrent dans l'ascenseur et ressortirent dans un hall plein de soldats en armes et en uniforme. Surpris, Taylor écarquilla les yeux. Ainsi, c'était là le 1er niveau, le plus proche de la surface. Après, il n'y avait plus que de la roche, du plomb et encore de la roche, ainsi que les grands tubes montant vers la surface comme autant de trous de verre. Plomb, roche, puis, à l'orée des tubes, l'air libre où aucun être vivant n'était allé depuis 8 ans. Les mines immenses, infinies de ce qui avait été l'élément naturel de l'homme. À présent,
La surface était un mortel désert de scories et de nuages mouvants qui, innombrables, masquaient le soleil rouge. De temps en temps, un objet métallique se déplaçait dans les ruines d'une cité, se frayant un chemin sur le sol dévasté de la campagne. Un plombé, un robot de surface insensible aux radiations, assemblé dans la hâte fébrile des derniers mois avant la conflagration. Rampant sur le sol, traversant les océans ou le ciel dans leurs engins aérodynamiques noircis, ces créatures qui pouvaient demeurer là où nulle vie n'aurait pu subsister. Ces êtres de plastique et de métal menaient une guerre conçue par l'homme, mais à laquelle il ne pouvait lui-même participer. Les êtres humains avaient inventé la guerre, mis au point et fabriqué des armes, et même créé des combattants, les acteurs de la guerre. Mais ils ne pouvaient eux-mêmes s'aventurer au dehors, livrer bataille en personne. Dans le monde entier, en Russie, en Europe, en Amérique et en Afrique, plus un seul être humain. Tous étaient sous la surface, dans des abris profonds soigneusement conçus et bâtis après les premières bombes. C'était une idée brillante, et la seule solution d'ailleurs. Là-haut, à la surface ravagée de ce qui avait été une planète pleine de vie, les plombés gisaient ici et là, fusés en tous sens et lançaient l'assaut, poursuivant la guerre des hommes. Sous terre, dans les profondeurs, les êtres humains travaillaient sans relâche pour produire les armes destinées au combat, mois après mois, année après année. Premier niveau, dit Taylor. Un malaise étrange s'emparait de lui. Presque la surface. Mais pas tout à fait, dit Moss. Franks les conduisit au milieu des soldats vers l'une des parois du hall, près de l'embouchure du tube. Dans quelques minutes, un ascenseur rapportera quelque chose de la surface, expliqua-t-il. Voyez-vous, Taylor, de temps à autre, la sécurité examine et interroge un plombé de surface, un robot qui y a passé un certain temps, histoire d'effectuer certaines vérifications. Nous entrons d'abord en liaison avec les états-majors de surface. Nous avons besoin de ces entrevues directes. Nous ne pouvons dépendre uniquement de contacts vidéo. Les plombés font du bon travail, mais nous voulons être certains que tout se déroule comme nous le souhaitons. Franks fit face à Taylor et à Moss, puis poursuivit. L'ascenseur va ramener un plombé de classe A. Il y a une cabine d'examen dans la salle voisine avec un mur de plomb central pour que les officiers participant à l'interrogatoire ne soient pas exposés aux radiations. Nous avons trouvé cela plus pratique que de décontaminer le plombé. Il repart aussitôt après accomplir sa mission. Avant-hier, un classe A y a été interrogé. J'ai dirigé la séance moi-même. Nous nous intéressions à une arme nouvelle utilisée par les soviets, une mine automatique qui poursuit tout ce qui bouge. Les militaires avaient demandé que cette mine fasse l'objet d'un rapport détaillé. Ce classe A été amené ici, avec les informations qu'il détenait. Nous en avons appris peu de choses, en dehors du rapport habituel et du film qu'il contenait. Nous l'avons donc renvoyé. Alors qu'il quittait la cabine pour rejoindre l'ascenseur, il s'est produit une chose curieuse. À ce moment-là, je me suis dit que... Il s'interrompit. Une lampe rouge clignotait. L'ascenseur arrive. Il fit un signe à quelques soldats. Entrons. Le plombé sera là dans quelques instants. Un classe A, dit Taylor. J'en ai vu sur les écrans, lorsqu'ils font leur rapport. C'est quelque chose, dit Moss. Mais ils sont presque humains. Ils prirent place derrière le mur de plomb. Au bout d'un moment, il y eut un signal et Franks fit un geste. Derrière le mur, la porte s'ouvrit. Taylor regarda par la fente ménagée à cet effet. Il aperçut quelque chose qui s'avançait lentement, une silhouette métallique et élancée qui se déplaçait sur des chenilles. Ses bras terminés par des pinces étaient au repos le long de son corps. La chose s'arrêta et scruta le mur de plomb. Elle attendait. « Nous voudrions savoir quelque chose, » dit Franks. « Avant que je vous questionne, avez-vous un rapport à présenter sur les conditions actuelles en surface ?» Non, la guerre se poursuit. La voix était mécanique, dépourvue d'inflexion. Nous manquons un peu de chasseurs rapides type monoplace. Nous aurions aussi besoin de... Tout cela a déjà été noté. Voici ce que je veux savoir. Nous ne sommes en contact avec vous que par vidéo. Nous devons nous fier uniquement à des rapports indirects, puisque aucun d'entre nous ne peut se rendre en surface.
Nous ne pouvons que faire des déductions et accepter des informations de seconde main. Certains dirigeants commencent à penser que les possibilités d'erreur sont trop grandes. Erreur ? Demanda le plombier. Quel genre d'erreur ? Nos rapports sont soigneusement vérifiés avant de vous être transmis. Nous sommes constamment en contact avec vous. Tout ce qui est important vous est rapporté. Toute arme nouvelle utilisée par l'ennemi. Je sais tout cela, grogna Franks derrière la fente de vision. Mais nous devrions peut-être nous rendre compte par nous-mêmes. Il doit bien exister une zone non exposée assez vaste pour un groupe d'observateurs humains. Si quelques-uns d'entre nous montaient en tenue plombée, pourraient-ils survivre assez longtemps pour évaluer les conditions actuelles ? La machine hésita avant de répondre. J'en doute. Vous pouvez analyser des échantillons d'air, bien sûr, et décider par vous-même. Mais depuis 8 ans, les choses n'ont cessé de se dégrader. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est là-haut. Il est devenu très difficile de survivre pour tout élément susceptible de se déplacer, car il existe toutes sortes de projectiles sensibles au mouvement. Les nouvelles mines continuent même à poursuivre l'objet indéfiniment, jusqu'à ce qu'elles l'atteignent. Et partout règnent les radiations. Je vois. Franks se tourna vers Moss. Ses yeux s'étaient curieusement étrécis. Eh bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Vous pouvez disposer. La machine repartit vers la sortie puis s'arrêta. Chaque mois, le pourcentage de particules mortelles dans l'atmosphère augmente. La progression de la guerre est de plus en plus... Je comprends. Franks se leva et tendit la main. Moss lui passa un paquet. Autre chose avant que vous partiez. Je voudrais que vous examiniez un nouvel alliage protecteur. Je vais vous faire passer un échantillon avec la pince. Il déposa le paquet dans le grappin et fit pivoter la pince afin de saisir l'autre extrémité. Le paquet se présenta devant le plombier qui s'en empara. Ils le regardèrent déballer la plaque de métal et la retourner en tous sens. Soudain, il se raidit. « Parfait, » dit Franks. Il poussa de l'épaule contre le mur. Une section se déroba. Taylor poussa un cri étouffé. Franks et Moss se précipitaient vers le plombier. « Grand Dieu !» dit-il. « Mais enfin, il est radioactif !» Le plombier restait immobile, tenant toujours la plaque de métal. Des soldats envahirent la cabine, entourèrent le plombier et promenèrent soigneusement un compteur Gégère sur son corps. « Ça va, chef, » dit l'un d'eux à Franks. « Aucun signe de radiation. »« Bon, j'en étais sûre, mais je ne voulais pas prendre de risques. »« Vous avez vu ?» dit Moss à Taylor. « Ce plombier n'est pas plus irradié que vous et moi. Pourtant, il vient directement de la surface, sans aucune décontamination. »« Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda Taylor désemparé. « Il se peut que ce soit un accident, » dit Franks. « Il y a toujours une possibilité pour qu'un objet échappe aux radiations de surface. Et c'est la 2e fois que cela se produit. Peut-être y en a-t-il d'autres. » « La 2e fois ?» La même chose s'est déjà produite au cours de l'interrogatoire précédent. Moss reprit la plaque métallique au plombier, appuya sur la surface avec précaution puis remit l'objet entre les doigts rigides paralysés du robot. Nous l'avons court-circuité avec ceci, pour pouvoir l'inspecter de près. Il va se remettre en marche dans une seconde. Mieux vaut retourner derrière le mur. Ils repartirent et la paroi plombée se remit en place derrière eux. Les soldats quittèrent la salle. « D'ici 2 périodes, » dit doucement Franks, « un premier groupe d'investigation sera prêt à gagner la surface. Nous emprunterons le tube, en scaphandre, jusqu'en haut. Nous serons les premiers humains à quitter le sous-sol depuis 8 ans. » « Ce n'est peut-être rien, » dit Moss. « Mais j'en doute. Il se passe quelque chose. Quelque chose d'étrange. Le plombier nous a dit qu'aucun être vivant ne pouvait subsister là-haut sans se faire griller. Mais ça ne colle pas. » Taylor acquiesça. Il regarda par la fente la silhouette de métal, immobile. Déjà le plombier s'animait. Cabossé en mains endroits, tordu, noirci, calciné. Il était là-haut depuis longtemps. Il avait connu la guerre et la destruction, et vu des ruines dont aucun humain ne pouvait imaginer l'ampleur. Il avait circulé dans un monde de radiation et de mort où la vie ne pouvait pas exister. Et Taylor l'avait touché. « Vous venez avec nous, » dit subitement Franks. « J'ai besoin de vous. Nous irons tous les 3. » Marie le fixait, blême de frayeur et de répulsion. « Je sais. »
Tu vas aller à la surface, hein. Elle le suivit jusqu'à la cuisine. Taylor s'assit en évitant son regard. C'est un projet secret, éluda-t-il. Je ne peux pas t'en dire plus. Inutile, je sais. Depuis que tu es entré. Tu avais une expression que je ne t'avais pas vue depuis très très longtemps. Une expression d'autrefois. Elle vint vers lui. Mais comment peuvent-ils t'envoyer à la surface? Elle prit le visage de son mari entre ses mains tremblantes et le força à la regarder. Son regard était étrangement avide. Personne ne peut vivre là-haut. Mais regarde, regarde donc. Elle ramassa un journal et le lui tendit. Regarde cette photo. L'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Rien que des ruines. Nous le voyons tous les jours sur l'écran. Tout est détruit, contaminé. Et il t'envoie là-haut. Pourquoi? Aucun être vivant ne peut y séjourner, pas même les herbes, les lichens. Ils ont dévasté la surface, non? Non? Taylor se leva. C'est un ordre. Je ne sais rien de plus. On m'a dit de me joindre à un détachement de reconnaissance. C'est tout ce que je sais. Il resta un long moment immobile, le regard fixe. Lentement, il prit le journal et le tint en pleine lumière. Ça a l'air vrai, murmura-t-il. Ruines, morts, cendres. C'est convaincant, tous ces rapports, ces photographies, ces films, ces échantillons d'air. Pourtant, nous n'avons rien vu par nous-mêmes depuis les tout premiers mois. De quoi parles-tu? De rien. Il reposa le journal. Je partirai très tôt après la période de sommeil. Allons. Elle se détourna, le visage dur, crispé. Fais ce que tu veux. Autant aller là-haut tous les deux et en finir tout de suite au lieu de mourir à petit feu ici, comme de la vermine. Il n'avait pas su voir l'ampleur de son désespoir. Étaient-ils tous comme cela? Que disaient ceux qui peinaient jour et nuit dans les usines? Ces hommes et ces femmes voûtées, pâles, qui travaillaient d'arrache-pied, éblouis par la lumière incolore et nourris d'aliments synthétiques. Tu ne devrais pas te montrer aussi amère, dit-il. Elle eut un faible sourire. C'est parce que je sais que tu ne reviendras pas. Elle lui tourna le dos. Que je ne te reverrai plus jamais. Choqué, il répondit. Comment? Comment peux-tu dire une chose pareille? Elle ne répondit pas. Il s'éveilla au son du haut-parleur public qui hurlait à l'extérieur du bâtiment. Bulletin spécial d'information. Les troupes de surface signalent une attaque soviétique employant de nouvelles armes. Retrait des bataillons stratégiques. Toutes les unités de travail sont priées de se rendre immédiatement aux usines. Ahuri, Taylor se frotta les yeux. Puis il sauta du lit et courut au Vitphone. Un instant plus tard, il entrait en contact avec Moss. Alors, que signifie cette nouvelle attaque? Le projet est abandonné? Il voyait le bureau de Moss couvert de rapports et de paperasses. Non, répondit ce dernier. On y va. Venez tout de suite. Mais ne discutez pas. Moss brandit une poignée de bulletins émanant de la surface et les froissa sauvagement. Ce sont des faux. Dépêchez-vous. Sur quoi il coupa la communication. La tête vide, Taylor s'habilla en toute hâte. Une demi-heure plus tard, il sautait d'un véhicule rapide et grimpait l'escalier du bâtiment des synthétiques. Les couloirs étaient pleins d'hommes et de femmes qui couraient en tous sens. Il entra dans le bureau de Moss. « Ah, vous voilà !» Moss se leva aussitôt. « Franks nous attend à la station de remontée. » Ils empruntèrent une voiture de la sécurité. Toute sirène hurlante. Les travailleurs s'écartaient sur leur chemin. « Qu'en est-il de cette attaque ?» demanda Taylor. Moss carra les épaules. « Nous les avons contraints à agir. La conclusion approche. » Ils s'arrêtèrent à la jonction du tube. Un instant plus tard, ils filaient à grande vitesse vers le haut, en direction du premier niveau. Ils émergèrent au milieu d'une activité étourdissante. Les soldats revêtaient leurs tenues plombées et discutaient avec animation en se lançant des appels. On répartissait les armes et les instructions. Taylor observa l'un des soldats. Il arborait le terrible pistolet Bender, la nouvelle arme à canon court qui sortait tout juste des chaînes de montage. Certains semblaient relativement effrayés. Moss avait suivi le regard de Taylor. « J'espère que nous ne nous fourvoyons pas, » dit-il. Franks s'approcha. « Voici le programme. Nous allons d'abord partir tous les trois seuls. Les soldats suivront un quart d'heure plus tard. » «
Qu'allons-nous dire aux plombés? S'inquiéta Taylor. Il faudrait bien leur raconter quelque chose. Que nous désirons observer de près cette nouvelle attaque soviétique, dit Franks en souriant ironiquement. Puisqu'elle paraît si inquiétante, il faut que nous soyons présents en personne. Et ensuite, cela dépendra d'eux. Allons-y. Ils empruntèrent un petit véhicule et commencèrent à s'élever rapidement dans le tube, propulsés par les rayons antigravité. De temps à autre, Taylor jetait un coup d'œil vers le bas. Ils atteignaient une hauteur vertigineuse. Nerveux, il sentait couler la sueur sous sa tenue et serrait maladroitement son pistolet Bender. Pourquoi l'avait-on choisi lui? Hasard. Pur hasard. Moss lui avait demandé de venir en tant que membre du service, puis Franks l'avait choisi sur l'impulsion du moment. Et voilà qu'il filait de plus en plus vite vers la surface. Une peur tenace habitait ses pensées. Une peur qui couvait en lui depuis 8 ans. Les radiations. La mort certaine. Un monde ravagé. Mortel. Et le véhicule qui montait toujours. Taylor agrippa les accoudoirs et ferma les yeux. Chaque seconde les rapprochait davantage de la surface. Eux, les premiers êtres vivants à dépasser le premier niveau et à monter au-delà du roc et du plomb. L'horreur le fit frissonner. C'était la mort assurée. Ils le savaient tous. N'avait-il pas vu 1000 fois sur les films la poussière retomber sur les îles détruites et les nuages tourbillonnants? Ce ne sera plus très long maintenant, dit Franks. Nous y sommes presque. Le poste de surface ne nous attend pas. J'ai ordonné qu'aucun signal ne soit émis. Le véhicule fonçait à toute allure. Taylor avait le vertige. Il se raccrocha comme il put les yeux clos. Plus haut, toujours plus haut. Ils s'arrêtèrent. Il rouvrit les yeux. Il se trouvait dans une vaste salle à éclairage fluorescent. Une caverne encombrée de machines et de matériel empilé rangée après rangée. Les plombés allaient et venaient silencieusement entre les piles, poussant chariots et wagonnets. Les plombés, dit Moss. Il était blême. Nous sommes bien à la surface. Les robots circulaient çà et là, déplaçant d'énormes chargements de fusils, de pièces détachées, de munitions et de fournitures récemment remontées des sous-sols. Et cette station réceptrice ne desservait que ce tube particulier. Il en existait bien d'autres, dispersés sur tout le continent. Taylor regarda nerveusement autour de lui. Il se trouvait réellement sur le sol, à la surface. Ici régnait la guerre. « Allons, » dit Franks. « Un garde de classe B vient à notre rencontre. » Ils sortirent du véhicule. Un plombé approchait rapidement. Il s'arrêta devant eux et les jaugea, une main arme brandie. « Nous sommes de la sécurité, » dit Franks. « Allez me chercher immédiatement un classe A. » Le plombé hésita. D'autres gardes B arrivaient en trottinant, vigilants et inquiets. Moss regarda alentour. « Obéissez, » commanda Franks. « Je vous ai donné un ordre. » Le plombé s'éloigna à regret. Une porte coulissa tout au bout de la salle. 2 classes A apparurent et vinrent lentement vers eux. Chacun arborait une bande de couleur sur la face avant. « Ils sont du conseil de surface, » murmura Franks tendu. « Pas de doute, nous y sommes. Tenez-vous prêts. » Les 2 plombés approchaient prudemment. Sans un mot, ils s'arrêtèrent à proximité et toisèrent les 3 hommes. « Je suis Franks, de la sécurité. Nous venons du sous-sol afin de... » « C'est incroyable, » coupa froidement un plombé. « Vous savez pourtant que vous ne pouvez pas survivre ici. Toute la surface est mortelle pour vous. Vous ne pouvez pas rester ici. »« Ces tenues nous protégeront, » dit Franks. « De toute façon, ce n'est pas de votre ressort. Ce que je veux, c'est une réunion immédiate du Conseil afin d'être mis au courant des conditions actuelles. Pouvez-vous vous en charger ? Vous autres humains ne pouvez vivre ici. De plus, la nouvelle attaque soviétique vise justement cette région. Le danger est considérable. Nous le savons. Veuillez réunir le Conseil. » Franks contempla la vaste salle et ses lampes dissimulées dans le plafond. Une note d'hésitation perça dans sa voix. « Est-ce le jour ou la nuit ? » « La nuit, » dit un plombé au bout d'un moment. « L'aube sera là dans 2 heures environ. » Franks hocha la tête. « Nous resterons donc au moins 2 heures. Par nostalgie, nous voudrions voir le soleil se lever. Voudriez-vous nous conduire ? Nous apprécierons beaucoup. »
Les plombés s'agitèrent. Ce n'est pas beau à voir, dit l'un. Vous avez eu les photos. Des nuages de particules en suspension masquant la lumière. Le pays entier détruit, couvert de cendres. Pour vous, ce sera une vision atroce, pire que les photographies et les films. Quoi qu'il en soit, nous resterons jusque-là. Allez-vous en informer le conseil? Par ici. À contre-cœur, les deux plombés gagnèrent la paroi de l'entrepôt. Les trois hommes les suivirent, leurs lourdes chaussures sonnant sur le ciment. Les robots s'arrêtèrent devant le mur. Voici l'entrée de la salle du conseil. Il y a des fenêtres, mais il fait encore noir dehors, bien sûr. Vous ne verrez rien pour l'instant. Mais dans 2 heures... Ouvrez, dit Franks. La porte se déroba. Ils entrèrent sans hâte. La pièce était petite, simple, avec une table ronde au centre et des fauteuils tout autour. Ils s'assirent en silence et les deux plombés prirent place à leur côté. Les autres membres du conseil sont en route. Ils ont été avertis et viennent aussi vite que possible. Permettez-moi de vous engager une fois de plus à redescendre sans attendre. Le plombé regarda les 3 humains. Il n'est pas possible pour vous d'affronter les conditions qui règnent ici. Même nous, nous ne survivons que difficilement. Comment pouvez-vous espérer tenir? Le chef s'approcha de Franks. Cette affaire nous intrigue. Bien sûr, nous devons obéir à vos ordres, mais je voudrais vous faire remarquer que si vous demeurez ici... Nous le savons, s'impatienta Franks. Néanmoins, nous avons l'intention de rester au moins jusqu'au lever du soleil. Si vous insistez... Un silence. Les plombés semblaient conférer entre eux, bien qu'aucun son ne soit prononcé. Pour votre sécurité, dit enfin le chef, il vous faut retourner en bas. Après en avoir débattu, il nous paraît que vous agissez contre votre intérêt. Nous sommes des êtres humains, dit Franks d'un ton sec. Ne comprenez-vous donc pas? Des hommes, et non des machines. C'est justement pour cela que vous devez redescendre. La salle est radioactive, toute la surface l'est. Nous avons calculé que vos tenues ne vous protégeraient que pendant 50 minutes. Aussi, les plombés encerclèrent brusquement les hommes en formant un rempart massif. Tous 3 se dressèrent. Taylor chercha maladroitement son arme. Ses doigts étaient comme engourdis. Ils affrontèrent les silencieuses créatures de métal. « Nous nous voyons contraints d'insister, » dit le chef d'une voix sans émotion. « Nous devons vous ramener au tube et vous renvoyer par le premier véhicule. Je suis désolé, mais il le faut. »« Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda nerveusement Moss en effleurant son revolver. « On les détruit ?» Mais Franks secoua négativement la tête. « Très bien, » dit-il au chef. « Nous allons redescendre. » Il se dirigea vers la porte en faisant signe à Moss et à Taylor de l'imiter. Surpris, ils le regardèrent puis lui emboîtèrent le pas. Les plombés les suivirent jusqu'à l'entrepôt en gare. Lentement, sans un mot, ils se dirigèrent tous vers l'entrée du tube. Là, Franks se retourna. « Nous repartons parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes 3 et vous êtes une douzaine. Toutefois, si... » « Le véhicule arrive, » l'interrompit Taylor. Un grincement s'éleva dans le tube. Des plombés de classe D se dirigèrent vers l'orifice, prêts pour la réception. « Désolé, » dit le chef, « mais c'est pour votre bien. Nous veillons sur vous, littéralement parlant. Vous devez rester en bas et nous laisser mener la guerre. En un sens, c'est devenu notre guerre. Nous la menons comme nous l'entendons. » Le véhicule atteignit la surface. 12 soldats armés de pistolets Bender en surgirent et entourèrent les 3 hommes. Moss eut un soupir de soulagement. « Eh bien, voilà qui renverse la situation. Et à point nommé. » Le chef des plombés recula pour s'éloigner des soldats. Il les détailla avec attention, l'un après l'autre, essayant manifestement de prendre une décision. Finalement, il fit un signe aux autres plombés qui s'écartèrent pour ouvrir un passage vers le hangar. « Encore maintenant, dit-il, nous pourrions vous renvoyer par la force, mais il est bien évident que ceci n'est pas réellement un groupe de reconnaissance. Ces soldats prouvent que vos intentions étaient tout autres. C'est un coup monté. » « Très soigneusement monté, » dit Franks. Ils se rapprochèrent. « Ces intentions, nous ne pouvons que les deviner vaguement. Je dois admettre que nous n'étions pas préparés. Nous n'avons pas su réagir correctement. À présent, l'emploi de la force serait absurde, car aucune des 2 parties ne peut se permettre d'attaquer l'autre.
Nous, parce que nous avons reçu des instructions concernant la vie humaine, et vous, parce que la guerre exige. Les soldats tirèrent, hâtivement car ils avaient peur. Moss s'agenouilla et fit feu. Le chef se volatilisa, réduit en nuages de particules. De tous côtés, des plombés D et B se ruaient à l'assaut. Certains étaient armés, d'autres ne tenaient que des barils de métal. Le désordre envahit la salle. Dans le lointain, une sirène hurlait. Franks et Taylor furent coupés des autres, séparés des soldats par un mur de corps métalliques. « Mais ils ne peuvent pas riposter, » dit calmement Franks. « C'est encore un bluff. Depuis le début, ils essaient de nous bluffer. » Il tira sur un plombé qui se désintégra. « Ils ne peuvent que chercher à nous effrayer. Souvenez-vous-en. » Ils continuèrent à tirer, et les plombés disparurent l'un après l'autre. La salle puait le métal fondu et le plastique chauffé. Taylor se retrouva à terre. Il lutta pour récupérer son arme, tâtonnant follement entre les membres métalliques. Il tendit les doigts, cherchant à atteindre la crosse. Soudain, quelque chose s'abattit sur son bras. Un pied de métal. Il se mit à hurler. Puis tout fut terminé. Les plombés se repliaient et allaient se rassembler à l'écart. Seuls 4 membres du conseil de surface restaient. Les autres n'étaient plus que des particules radioactives flottant dans l'air. Déjà, des plombés de classe D ramenaient l'ordre et regroupaient débris et robots endommagés pour commencer à les évacuer. Franks poussa un soupir convulsif. « Très bien, » dit-il. « Vous pouvez nous reconduire aux fenêtres. Ce ne sera plus long maintenant. » Les plombés se séparèrent et le groupe d'humains, Franks, Moss, Taylor et les soldats, traversa lentement la salle. Ils pénétrèrent dans la salle du conseil. Déjà, une légère touche de gris diluait les ténèbres des fenêtres. « Menez-nous dehors, » dit Franks d'un ton impatient. « Nous assisterons au spectacle en plein air. » Une porte glissa. Un souffle d'air matinal et glacé pénétra dans la pièce. Les hommes frissonnèrent sous leur tenue et se regardèrent mal à l'aise. « Venez, » dit Franks. « Sortons. » Il passa la porte et les autres le suivirent. Ils étaient sur une petite hauteur dominant une vaste vallée. Lentement, les montagnes se dessinaient sur fond de ciel gris et prenaient de la substance. « D'ici quelques minutes, » dit Moss, « il fera assez clair pour que nous puissions y voir. » Le vent glacé l'enveloppa et le fit frissonner à nouveau. « Cela en vaut la peine, vraiment. Revoir cela après 8 années, même si ce doit être notre dernière vision. » « Écoutez, » coupa Franks. Ils obéirent, silencieux, subjugués. Le ciel était plus clair, plus lumineux d'instant en instant. Tout à coup, le chant d'un coq s'éleva quelque part dans la vallée. « Vous avez entendu ?» souffla Taylor. Derrière eux, les plombés étaient sortis aussi et regardaient, immobiles et muets. Le ciel gris devint blanc et les montagnes se dessinèrent plus nettement. La lumière entra à flot dans la vallée et remonta jusqu'aux spectateurs. « Dieu du ciel !» s'exclama Franks. Des arbres et des forêts, une vallée riante et quelques routes qui y serpentaient, des fermes, un moulin, une grange tout en bas. « Regardez-moi ça !» murmura Moss. La couleur naissait dans le ciel. Le soleil allait se lever. Des oiseaux commencèrent à chanter. Non loin du petit groupe, les feuilles d'un arbre dansaient dans le vent. Franks se tourna vers la rangée de plombés. « 8 ans. Nous avons été trompés. Il n'y a pas eu de guerre. Dès que nous avons abandonné la surface... » « C'est vrai, » dit en classe A. « Dès que vous avez quitté la surface, la guerre a cessé. Vous avez raison, c'était un mensonge. Vous travailliez dur en sous-sol pour nous envoyer des armes que nous détruisions aussitôt. » « Mais pourquoi ?» demanda Taylor abasourdi. Il regarda l'immense vallée. « Pourquoi ?»« Vous nous avez créés, » répondit le plombé, « pour poursuivre la guerre à votre place, pendant que vous demeuriez sous la surface afin de survivre. Mais avant de poursuivre la guerre, il nous fallait l'analyser, en découvrir la cause. Or, nous ne lui avons trouvé aucune raison d'être, excepté peut-être que les hommes en avaient besoin, ce qui est en soi sujet à caution. Nous avons donc poussé nos recherches plus avant et découvert que les différentes civilisations humaines passent par certaines phases, chacune en son temps,
Quand l'une vieillit et commence à perdre de vue ses propres buts, des conflits surgissent entre ceux qui désirent la rejeter pour construire une nouvelle société et ceux qui veulent que rien ne change. C'est là qu'est le danger majeur. Ce désaccord menace d'entraîner la société dans une guerre intestine. Les traditions vitales peuvent être perdues, non pas simplement altérées ou révisées, mais complètement détruites par le chaos et l'anarchie. Nous en avons trouvé maints exemples dans l'histoire de l'humanité. Il faut alors que cette haine intestine soit dirigée vers l'extérieur, vers un autre groupe, de telle façon que la dite civilisation survive à la crise. Le résultat est la guerre. La guerre, pour un esprit logique, est une absurdité. Mais par rapport aux besoins humains, elle joue un rôle vital, et elle continuera d'exister jusqu'à ce que l'homme ait assez évolué pour abandonner la haine. Taylor écoutait attentivement. Pensez-vous que ce jour viendra? Bien sûr. D'ailleurs, nous y sommes presque. Cette guerre sera la dernière. Les hommes sont pratiquement unis en une seule et unique société mondiale. Pour l'instant, ils s'opposent continent contre continent, une moitié de la planète affrontant l'autre. Reste un pas à franchir pour instaurer une société unie. L'homme chemine lentement vers le sommet en tendant constamment à l'unification. Ce ne sera plus très long. Mais ce n'est pas encore fait. La guerre doit donc se poursuivre afin d'épuiser votre dernière poussée de violence et de haine. 8 années se sont écoulées depuis le début de cette guerre. Durant tout ce temps, nous avons observé des changements importants dans l'esprit humain. Nous avons constaté que la lassitude et l'indifférence succédaient graduellement à la haine et à la peur. Durant cette période, la haine s'est peu à peu usée. Mais pour le moment, il faut prolonger la supercherie, du moins quelque temps. Vous n'êtes pas prêt à voir la vérité en face. Vous auriez tôt fait de reprendre la guerre. Mais comment vous êtes-vous débrouillé? Demanda Moss. Toutes ces photographies, tous ces échantillons, tout le matériel endommagé. Venez par ici. Le plombier les entraîna vers un bâtiment long et bas. C'est un travail incessant. Des équipes entières se relaient pour maintenir un tableau cohérent et convaincant de la guerre totale. Ils pénétrèrent dans le bâtiment. De tous côtés, des plombiers travaillaient, penchés sur les tables. Examinez notamment ce projet, dit le classe A. 2 plombiers photographiaient consciencieusement une maquette détaillée installée sur une table. Ceci en est un bon exemple. Les hommes se massèrent autour de la table en s'efforçant d'y voir. Le modèle réduit représentait une ville en ruine. Taylor l'examina un moment en silence, puis releva les yeux. San Francisco, dit-il à voix basse. C'est une maquette de San Francisco détruit. J'ai vu ça sur le vide-écran lorsqu'ils nous l'ont transmis. Les ponts ont été touchés. Oui, remarquez les ponts. Le plombier désigna les arches démantelées de son doigt métallique. Une fine toile d'araignée presque invisible. Vous avez vu des photographies de ceux-ci à maintes et maintes reprises, ainsi que des autres tables de ce bâtiment. Le véritable San Francisco est totalement intact. Nous avons reconstruit ce qui avait été endommagé au début de la guerre, après votre départ. C'est ici que se créent, en permanence, les informations que vous recevez. Nous veillons particulièrement à ce que tout coïncide. Nous y consacrons beaucoup de temps et d'efforts. Franks effleura un minuscule bâtiment à demi détruit. Ainsi, c'est à cela que vous employez votre temps, à fabriquer des maquettes de villes pour les détruire ensuite. Nous faisons bien davantage. Nous sommes les gardiens du monde, nous veillons sur lui. Ses propriétaires l'ont quitté pour un temps en nous le confiant, et nous devons entretenir les villes afin qu'elles ne se détériorent pas. Il faut que tous les rouages soient huilés et continuent à fonctionner correctement. Les jardins, les rues, les canalisations d'eau, tout doit être maintenu dans le même état qu'il y a 8 ans, pour que les propriétaires ne soient pas mécontents en rentrant. Nous voulons être certains qu'ils seront totalement satisfaits. Franks tapota le bras de Moss. « Venez un peu par ici, dit-il à voix basse. Je veux vous parler. » Il entraîna Moss et Taylor loin des plombiers et sortit sur la colline. Les soldats les suivirent. Le soleil était levé et le ciel virait au bleu. L'air était doux et agréable.
chargé d'odeurs de plantes. Taylor ôta son casque et aspira profondément. Je n'avais pas senti cela depuis longtemps. Écoutez-moi, dit Franks d'une voix basse mais déterminée. Nous devons redescendre immédiatement. Il y a beaucoup à faire. Tout cela peut encore tourner à notre avantage. Que voulez-vous dire demanda Moss. Les soviets ont dû être dupés comme nous. Mais nous avons découvert le poteau rose. Cela nous donne un avantage sur eux. Je vois, Moss hocha la tête. Nous savons, mais eux ignorent tout. Leur conseil de surface les a trahis tout comme le nôtre. Et ils travaillent également contre eux. Si nous pouvions... Avec une centaine d'hommes décidés, nous pourrions reprendre le contrôle. Tout faire rentrer dans l'ordre. Ce serait même facile. Moss frôla le bras de Franks. Un classe A sortait du bâtiment et se dirigeait vers eux. Nous en avons assez vu, dit Franks en haussant la voix. Tout cela est très grave. Nous devons faire notre rapport en bas et décider de la politique à suivre. Le plombier resta muet. Franks fit signe aux soldats. Allons-y. Il se mit en marche vers le hangar. De nombreux soldats avaient ôté leurs casques. Certains avaient aussi quitté leur tenue plombée et se reposaient, parfaitement à l'aise dans leur uniforme en coton. Ils regardaient autour d'eux, au bas de la colline, le paysage verdoyant, les montagnes et le ciel. « Regardez, le soleil !» murmura l'un d'eux. « Ce qu'il est brillant !» dit un autre. « On redescend !» dit Franks. « En colonne par deux. Suivez-nous. » Les soldats se regroupèrent à regret. Les plombiers regardèrent sans émotion les hommes se diriger lentement vers le hangar. Franks, Moss et Taylor marchaient en tête, sans quitter des yeux les plombiers. Ils pénétrèrent dans l'entrepôt. Des classes D chargées du matériel et des armes dans des chariots de surface. De tous côtés, grues et plateformes s'affairaient, tout se déroulait avec efficacité, mais sans excitation, ni hâte. Les hommes s'arrêtèrent pour regarder. Des plombiers poussant de petits chariots passaient devant eux en échangeant des signes. Fusils et pièces détachées étaient soulevés par des grappins magnétiques et redéposés doucement dans les chariots en attente. « Venez, » dit Franks. Il se tourna vers l'ouverture du tube. Une rangée de plombiers classe D immobiles et silencieux les y attendait. Il leur barrait la route. Franks eut un mouvement de recul. Il regarda alentour. Un classe A approchait. « Dites-leur de nous laisser passer, » fit Franks qui porta la main à son revolver. « Vous avez intérêt à leur ordonner de se déplacer. » Un moment s'écoula, interminable. Les hommes attendaient, agités, inquiets, surveillant la rangée de plombiers. « Comme vous voudrez, » dit le classe A. Il fit un geste, et les plombiers de classe D s'animèrent pour s'écarter lentement du passage. Moss eut un soupir de soulagement. « Pas fâché que ce soit fini, » dit-il à Franks. « Regardez-les tous. Pourquoi ne tentent-ils pas de nous arrêter? Ils savent certainement ce que nous allons faire. » Franks rit. « Nous arrêter? Vous avez vu ce qui est arrivé tout à l'heure quand ils ont essayé? Ils ne peuvent pas. Ce ne sont que des machines. Nous les avons construites de telle façon qu'ils ne peuvent lever la main sur nous. Et ils le savent très bien. » Sa voix s'éteignit. Les hommes regardaient le tube. Autour d'eux, les plombiers veillaient, silencieux, impassibles, leur visage métallique dépourvu d'expression. Pendant un long moment, les hommes restèrent sans bouger. Finalement, Taylor se retourna. « Grand Dieu, » dit-il. Il était comme engourdi. Il ne ressentait plus rien. Il n'y avait plus de tube. On l'avait refermé, scellé, soudé. Il ne voyait plus qu'une surface mate de métal en refroidissement. Le tube était obturé. Franks se retourna, pâle, l'air absent. Le plombier de classe A fit un geste. « Comme vous pouvez le constater, nous avons fermé le tube. Nous avions tout prévu. L'ordre en a été donné dès que vous êtes arrivés à la surface. Si vous étiez repartis lorsque nous vous l'avons demandé, vous seriez maintenant en bas, en sécurité. Il nous a fallu travailler très vite. La tâche était colossale. »« Mais pourquoi ?» demanda Moss furieux. « Parce qu'il est impensable que nous vous permettions de relancer la guerre. Une fois tous les tubes scellés, il faudra des mois avant que les troupes du sous-sol atteignent la surface.
sans parler d'organiser l'offensive. À ce moment-là, le cycle sera entré dans sa dernière phase. Vous ne serez pas si malheureux de retrouver votre monde intact. Nous avions espéré que vous seriez tous retournés sous terre au moment du scellement. Votre présence ici est indésirable. Quand les soviets sont remontés, nous avons pu sceller leurs tubes sans que... Les soviets, ils sont montés à la surface. Il y a plusieurs mois, à l'improviste pour voir pourquoi ils n'avaient pas encore gagné la guerre. Nous avons dû agir rapidement. En ce moment même, ils tentent désespérément de forer de nouveaux tubes pour reprendre la guerre. Mais de toute façon, jusqu'à présent, nous avons toujours réussi à sceller chaque nouveau tube dès son apparition. Le plombé regarda calmement les trois hommes. « Nous sommes coupés des nôtres, » dit Moss avec un frisson. « Nous ne pouvons plus repartir. Qu'allons-nous faire ?» « Comment avez-vous pu reboucher si rapidement l'entrée du tube ?» interrogea Franks. « Nous n'avons passé que 2 heures ici. » Des bombes ont été placées juste au-dessus du premier niveau de chaque tube, en prévision de telles éventualités. Des bombes thermiques qui provoquent la fusion du plomb et de la roche. Saisissant son arme, Franks se tourna vers Moss et Taylor. « Nous sommes peut-être coincés ici, mais ça ne nous empêche pas de faire un peu de dégâts. Nous sommes 15. Nous avons des pistolets Bender. Qu'en pensez-vous » Il regarda autour de lui. Les soldats s'étaient à nouveau dispersés vers la sortie. Ils se tenaient au dehors et regardaient la vallée et le ciel. Quelques-uns s'engageaient avec précaution sur le flanc de la colline. « Voudriez-vous nous remettre vos tenues et vos revolvers » demanda poliment le plombé. « Les premières sont plutôt inconfortables et vous n'avez plus besoin des seconds. Voyez, les Russes ont abandonné les leurs. » Tous les doigts se contractèrent sur les détentes. 4 hommes en uniforme russe descendaient au même moment d'un aéro qui, comprirent-ils tout à coup, venait de se poser non loin de là, sans faire le moindre bruit. « À l'attaque !» lança Franks. « Ils ne sont pas armés » intervint le plombé. « Nous les avons amenés ici pour que vous puissiez envisager la fin des hostilités. »« Nous ne sommes pas habilités à parler au nom de notre pays » dit Moss d'un ton sec. « Il ne s'agit pas de pourparlers diplomatiques » expliqua le plombé. « Cette époque-là est révolue. Les problèmes de la vie courante vous apprendront à cohabiter. Ce ne sera pas facile, mais vous y parviendrez. » Les Russes s'immobilisèrent et tous se regardèrent avec une franche hostilité. « Je suis le colonel Borodoy, » dit le chef des Russes, « et je regrette que nous ayons dû abandonner nos armes. Vous auriez été les premiers Américains à tomber sous nos balles depuis presque 8 ans. »« Ou vous sous les nôtres, » corrigea Franks. « Nul ne l'aurait su à part vous, » fit remarquer le plombé. « Un héroïsme bien inutile. Le véritable problème, pour vous, est plutôt de vivre à la surface. Nous n'avons aucune nourriture pour vous, vous savez. » Taylor rengaina son arme. « Ces maudits plombés nous ont proprement neutralisés. Je propose que nous rallions une ville, que nous commencions à planter avec l'aide de quelques plombés, et surtout que nous nous installions confortablement. » « Si je puis faire une suggestion, » dit un autre Russe d'un air gêné, « nous avons bien essayé de vivre en ville, mais tout y est trop vide. C'est aussi très difficile à entretenir pour un si petit nombre d'individus. Nous nous sommes finalement installés dans le village le plus moderne que nous ayons trouvé. »« Ici même, dans ce pays, » intervint un troisième Russe. « Nous avons beaucoup à apprendre de vous. » Les Américains se surprirent à rire. « L'inverse est peut-être vrai aussi, » dit Taylor magnanime. « Mais j'avoue que je ne vois pas très bien. » Le colonel russe sourit. « Voulez-vous venir avec nous jusqu'à notre village ? Cela nous faciliterait le travail et nous donnerait de la compagnie. »« Notre village » jeta Franks. « S'il est américain, il est à nous, et non à vous. » Le plombé s'interposa. « Notre, votre, quand ce projet sera enfin réalisé, les 2 termes seront interchangeables. Notre désignera ce qui appartient à toute l'humanité. » Il indiqua le vaisseau. « L'aéro attend. Voulez-vous, oui ou non, vous allier pour fonder un nouveau foyer ?» Les Russes attendirent que les Américains se décident. « Je vois ce que les plombés veulent dire quand ils affirment que la diplomatie n'a plus cours, » déclara enfin Franks. « Ceux qui travaillent ensemble n'ont pas besoin de diplomates. Ils résolvent leurs problèmes sur le terrain,
et non autour d'une table de conférence. Le plombier les accompagna jusqu'à l'aéro. Tel est le but de l'histoire, unifier le monde, de la famille à la tribu, de la cité libre à la nation, et de là à l'hémisphère. Le but a toujours été l'unification. Maintenant, les hémisphères vont se rejoindre et... Mais Taylor n'écoutait plus. Il s'était retourné et regardait le tube. Marie était là-bas, sous la surface. Il souffrait à l'idée de la quitter. Il ne la reverrait pas avant la réouverture du tube. Mais au bout d'un moment, il haussa les épaules et suivit les autres. Si ce petit amalgame d'anciens ennemis était un bon exemple, il ne faudrait pas longtemps pour que lui, Marie et le reste de l'humanité vivent à la surface comme des êtres humains raisonnables, et non comme des taupes aveugles et haineuses. Il a fallu des milliers de générations pour en arriver là, conclut le classe A. Des millénaires de destruction et d'effusion de sang. Mais chaque guerre était un pas de plus vers l'unité. Maintenant, la fin est en vue. Un monde sans guerre. Mais cela même n'est que le commencement d'une nouvelle étape de l'histoire. La conquête de l'espace, souffla le colonel Borodois. Le sens de la vie, ajouta Moss. L'éradication de la famine et de la pauvreté, renchérit Taylor. Le plombier ouvrit la porte de l'aéro. Tout cela et bien plus encore. Quoi? On ne peut pas plus le prévoir que les fondateurs de la première tribune étaient capables de prévoir le jour d'aujourd'hui. Mais ce sera quelque chose d'inimaginablement grandiose. La porte se referma et l'aéro décolla, les emportant vers leur nouveau foyer. C'est fini. Hop là. C'est fini. Pas mal? Pas mal. Évidemment, bon, on s'en doutait dès le début de cette histoire que si les petits robots, c'est les petits robots qui ont tout fomenté, bien sûr. C'est pas mal. Ah, bravo, bravo. J'en conclus que j'aurais absolument pas dû. Enfin, si, parce que c'était noté comme ça, que les petits robots, ils avaient une voix pas sans émotion, quoi, monotone. Mais du coup, c'était un peu chiant. Je suis désolée. Je suis désolée, c'était un peu chiant parce que c'est eux qui ont fait toutes les explications, quoi. Donc voilà, j'ai débité. J'ai débité avec les petits robots. Mais ça va. Et ça nous a pris 1 heure, ce qui est largement OK en termes de nouvelles. Et j'ai quasi fini mon verre d'eau. Bon, c'est très bien passé. Oh bon, bah ça va alors. Parce que c'est pas évident. Pas évident, pas évident.